Je m'appelle Ralph Goldé. Pour la faire simple, je suis ici parce que j'ai fait un PhD qui était centré sur la dynamique des conseils d'administration. Voilà, l'idée, c'était de comprendre comment tout ça fonctionne, et pas seulement par rapport à des aspects de compliance, pas seulement par rapport à ce qu'on nous dit qui est bon en général pour le conseil. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans le fonctionnement même du conseil et plus globalement d'une gouvernance. Donc, c'est pas seulement centré sur le fait d'avoir une collégialité, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. Voilà. Donc, à côté de ça, pour me présenter rapidement, j'ai fait un PhD, j'ai dirigé une entreprise, un cabinet conseil organisme de formation en RH et en accompagnement du changement. L'idée étant de travailler sur des dynamiques de groupe, que ce soit en conseil d'administration et en COMEX. J'ai commencé par les COMEX parce que quand je faisais mes missions, c'était ce qu'il y avait de plus naturel. Mais après, je me suis aperçu qu'il y avait une connotation, il y avait quelque chose qui venait d'en haut, on ne sait pas où, et donc qui était le conseil d'administration. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a une bonne dizaine d'années. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait le PhD. Voilà, ça a entendu là tout à l'heure. On va parler de. Alors, je poserai la question de qui. L'intérêt général, mais de qui? Attends, pardon. De qui, ça veut dire, moi je l'entends souvent, on travaille pour l'intérêt général, l'intérêt social de l'entreprise. Quand la personne parle de ça, il faut se poser la question, quel est toi ton intérêt par rapport à l'intérêt général? En vérité, c'est un peu comme les défenseurs, alors je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, du service public. En vérité, ce sont leurs services publics à eux. On pris beaucoup de train, par exemple. Voilà. Donc, le capital, il y a beaucoup de diversité par rapport à ce qu'on entend au niveau du capital. Il y a le capital forcément financier. Alors, maintenant, on arrive à définir un capital humain. Et quel est-il et comment ça se balise? Et donc, c'est un peu une sorte de contrepoids qui commence à émerger, notamment avec toutes les politiques RSE qu'on peut voir émerger aujourd'hui. Il y a une dimension politique. Alors, je ne sais pas si à l'APIA, vous l'utilisez, à l'IFA, si on aborde cette dimension politique, donc de lieu de pouvoir du conseil d'administration. Je suis resté sur ma fin jusqu'ici, personnellement, là, sur ces questionnements de comment répartit la richesse, quoi. Comment la valeur ajoutée, la création de valeur, comment on la distribue, comment ça marche. Donc, un board au service de qui? Est-ce qu'il est au service de l'exécutif? Est-ce qu'il va être au service d'un actionnariat dilué ou d'un majoritaire ou d'un fonds? Tout ça va faire que le board va se définir plus ou moins facilement par rapport à ça. Et donc, là, ce que j'ai entendu tout à l'heure, et c'est ce qu'on apprend dans les certifications, c'est que ce que j'entends aussi beaucoup autour, c'est que on est au service de l'actionnaire. C'est ce qu'on entend. Je ne sais pas. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe, est-ce que c'est durable, ce genre de fonctionnement? Voilà, c'est ça la question. Donc, on va parler de parties prenantes. Je fais référence à la législation et la taxonomie qui va nous aider dans ce sens-là, parce que tant qu'il n'y a pas d'équipe extra-financier dans le dur. Ouais. La loi Pacte met beaucoup l'accent sur l'intérêt social, quand même. Ouais. Ça n'a pas fait bouger les lignes. Enfin, c'est de l'intention. C'est une question de toujours pareil, de qui autour de la table. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants qui se sont saisis du sujet et ça les a beaucoup aidés, effectivement. Et puis, mais c'est comme toujours, dès lors qu'il n'y a pas d'obligation, finalement, c'est au bon vouloir des uns et des autres. Et effectivement, tant qu'il n'y aura pas des obligations de reporting qui seront un peu coordonnées, en fait, sur le sujet, finalement, il y a un certain nombre d'indicateurs qui seront toujours considérés comme les variables d'ajustement. C'est très compliqué. Afficher une raison d'être, c'est bien, mais prendre les décisions qui vont avec,
vous avez quelques dirigeants emblématiques, effectivement, qui, pour le coup, prennent aussi les décisions qui vont avec. Mais pas vraiment les locomotives, je pense, des entreprises qui suivront. Mais c'était un bon début, la loi Pacte. Après, il faut la V2 de la loi Pacte, si je puis dire. Parce que le DG, il met un peu toujours sa tête sur le milieu, puisque, en fait, pour toutes les transformations RSE, on a d'abord le coût, et on a, à une échéance un peu plus lointaine, l'espérance de gain, parce qu'une transformation, ça coûte cher, et du coup, il faut. On appelle un vote de confiance, et si ça n'arrive pas très vite, je vous parle du One Best Way parce que dans la liturgie des théories sur la gouvernance, on est parti dans un premier temps sur, alors du coup, on va passer à la slide suivante, sur d'où on part et d'où on vient, sur une première théorie que tout le monde connaît, merci, voilà, donc la théorie classique, qui est la théorie de l'agence, qui est un fondamental du mode de fonctionnement de la gouvernance, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on a des reporting qui sont financiarisés. On est sur ce mode-là. Du coup, donc dominante, c'est un modèle anglo-saxon, puisque la théorie nous vient de Ricardo, enfin ça remonte assez loin au niveau des Anglais puis des Américains, et donc on est sur cette dominante-là de travailler. L'entreprise est un outil où il y a une relation d'agence. Donc du coup, il y a un possesseur d'argent, de fonds, qui va déléguer à un agent la gestion de l'entreprise. Donc, on est dans une relation forcément disciplinaire. Ça veut dire que si je te prête mon argent pour que tu développes l'entreprise, je dis d'accord, mais il faut que je sache quand est-ce que je vais récupérer mes billets. C'est-à-dire qu'on est dans une logique très orientée sur l'efficience du marché. On est sur une logique qui est actionnariale. Donc, il y a une légitimisation actionnariale sur le risque résiduel. Vous devez voir ça quand vous reprenez dans la certification, etc. C'est une logique donc, qui est théoriquement où l'actionnaire est rétribué en bout de chaîne par rapport au risque pris. Ce modèle est inexact puisqu'on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que le risque résiduel pour l'actionnaire est faible par rapport à des risques qui sont sociétaux, par rapport à des risques sociaux. On le voit aujourd'hui, l'état au niveau du climat, comme la dégradation des sols, enfin tout ce qu'on peut imaginer sur l'activité des entreprises a eu pour conséquence une dépréciation, je dirais, de l'actif collectif. Alors pour ça, je ne vous parle pas trop de bouquins, mais il y a des choses intéressantes sur justement le partage de la valeur sur des logiques qui sont, je dirais, collectives. Et dans le petit bouquin qu'on vous remettra, le dictionnaire vécu de la gouvernance, alors moi j'ai commis deux articles là-dedans, et il y en a un qui s'appelle Salis de Béarn. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, cette magnifique ville. Ouais, vous connaissez? Ouais. Ok. Ouais, mais c'est. Je dis merde. Alors, justement, Salis de Béarn, je vous invite à lire le truc, c'est intéressant, ou d'y aller même carrément. C'est en gros une concession qui a été donnée par le successeur de Gaston Phébus à un collectif qui a développé ça, moyennant quoi le collectif rétribuait donc le roi, enfin la personne qui régissait la principauté du Béarn par rapport à ça, mais en achetant du bois au nord, etc. Et donc, ils ont fait fructifier leur argent parce qu'à l'époque, le sel était très élevé. Il y avait beaucoup de taxes dessus. Donc, ce sont des gens qui sont devenus très riches collectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ils se sont organisés. Donc, il y a des textes de gouvernance purs et durs qui ont été édictés au 15e, 16e siècle. Il y a le fameux livre noir, si vous allez sur place, qui vous l'explique. C'est très intéressant. Très intéressant. Alors, cet exemple-là,
on peut l'observer dans plusieurs endroits, en Suisse, au Japon, en Amérique du Sud. Il y a des gens qui se sont organisés pour gérer le bien en s'enrichissant, mais collectivement. Et donc, ouais, en Inde aussi, il y a un sujet par rapport à ça. Bon, je ne vais pas trop m'étaler par rapport à cette gouvernance classique. En face, donc, vous avez, alors j'ai mis le GIEC parce que c'est ça qui fait bouger les lignes aujourd'hui. C'est parce qu'il y a une urgence climatique qu'on commence à se poser des questions, quel est le modèle théorique qu'on va valoriser. Donc, il y en a un qui est sorti en 84, Freeman, et donc qui est donc la théorie des parties prenantes. Donc, la théorie des parties prenantes, pour le faire simple, c'est on se met en création de valeur sous l'angle de l'ESG, ou la RSE, bon, ça dépend qu'est-ce qu'on préfère. Mais l'idée derrière, c'est de prendre en considération les personnes qui interviennent autour du projet d'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas... Moi, je fais tout ce que je veux et je gagne de l'argent, je ferme pas mes magasins en Russie parce que j'en ai pas envie d'abord, voilà. Donc ça a une influence directement. Cette théorie des parties prenantes, c'est une influence sur comment je vais prendre en considération les personnes, les groupes de personnes, des fois des personnes, parce que par exemple un président de conseil peut être considéré comme une partie prenante, un PDG aussi. Après, vous avez des parties prenantes comme les salariés, les fournisseurs, etc. Je ne vais pas vous la refaire. Et donc par rapport à ça, cette théorie des parties prenantes, elle percole dans tout ce qui est RSE, et donc dans la mise en place de politiques RSE, puisque elle est, alors on part d'une ouverture systémique, ça veut dire que on part du principe qu'on est dans un système, et ce système, il est interagi. On va s'attacher à la régulation entre parties prenantes, c'est-à-dire qu'on va s'attacher au flux d'informations qui font que ça va fonctionner en collectif. Alors, il y a l'entreprise, alors c'est ça qui est intéressant dans la théorie, c'est qu'on peut essayer de comprendre comment est organisée une gouvernance, et donc à partir de là, il y a une idée de contexte de répartition équitable de la valeur, de la richesse. Alors, je vous ai mis les plus et les moins, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on pouvait faire en termes de contrôle par rapport à la théorie classique. Mais là, au lieu d'auditer des flux financiers, on va être dans une démarche d'audit plus de qu'est-ce qu'on fait au niveau d'une responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi que c'est imposé d'une certaine manière à partir des objectifs de développement durable de l'ONU. C'est parti de là à l'origine. Ça veut dire qu'on est dans une logique aussi réglementaire. Si vous faites un peu attention, c'est une logique qui va faire que, il faut avoir tant d'heures de formation, il faut faire attention à ci et à ça. Mais l'inconvénient de ça, c'est que c'est global, général, et ce n'est pas toujours adapté aux problématiques d'entreprise. Il y a des entreprises où une mixité, des fois, n'a pas de raison d'être, parce que ce n'est pas sa raison d'être. Il y a une différence territoriale, des us et coutumes qu'il peut y avoir sur un territoire. Si on prend le sud-ouest, par exemple, où on va faire encore des courses de vachette, est-ce que c'est compatible avec des personnes qui vont être sur Paris et qui vont trouver ça scandaleux? Bon, voilà. Et je nomme ça, mais parce qu'en vérité, on parlait des pays tout à l'heure, chaque pays, chaque territoire a sa façon de fonctionner. Et donc, dans les entreprises, vous avez aussi ça. Ça veut dire que la façon de fonctionner, elle va s'imprégner des valeurs. Alors, je vous propose par quel chemin. Alors, façon pas de sénateur, ça veut dire qu'on va le faire tranquillement, en suivant je dirais, la réglementation. Et puis, donc, ça veut dire que on garde une logique d'inspiration disciplinaire au sein des boards. On va faire un comité RSE. Alors, c'est très bien, parce que ça pose le problème, ça permet d'avancer. Après, le risque, c'est qu'on soit vraiment dans la procédure.
En face, donc, vous pouvez avoir aussi un exécutif qui, en interne, va pousser, va avancer. Ça veut dire qu'il ne va pas forcément se référer au board et il va mettre en place une politique RSE. Moi, je l'ai vu ça il y a à peu près 5-6 ans en arrière. Hein, il y a réellement des agences en conseil qui ont aidé les entreprises à mettre en place ça comme un fait accompli par rapport au développement d'entreprises. Et ça vient d'interne. Oui. Juste une question, est-ce que vous allez revenir sur la définition d'un comité d'administration, comité stratégique, directeur, etc. Parce que moi, je viens de l'étranger, donc moi, j'avais tout le board. Mais puisqu'on a dit qu'il y avait différents types de gouvernance, est-ce que c'est prévu ou... Parce que là, on en revient à board, donc là... Oui, alors quand je dis board, ça veut dire que... Alors, je reviendrai là-dessus sur les âges au niveau de l'entreprise, la maturation d'entreprise. Il y a des entreprises, là par exemple, on a l'exemple avec Caroline là, de l'advisory board, ou j'en ai entendu d'autres là-dessus. Parce que dans une start-up, il n'y a pas forcément besoin d'instaurer, en plus une SAS, on n'a pas d'obligation réelle. On peut faire ce qu'on veut. Et il n'empêche qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que, alors, après les comités, tout ça, quand je parle d'un board en général et que c'est une grande entreprise, ça veut dire qu'en interne, il y a forcément des comités. Comités stratégiques, ce que vous voulez. Du coup, il y a une théorie qui fonctionne, malgré tout, qui est la théorie de la gouvernance cognitive. Alors, c'est quoi cette théorie de la gouvernance cognitive? Ça veut dire qu'on va plutôt s'intéresser, du coup, comment on va dérouler l'entretien. Complémentaire par rapport aux précédentes, on va travailler sur les savoirs, sur la valorisation des savoirs. Au sein d'entreprise, on va les faire remonter au niveau du board, et même au niveau du fonctionnement du board, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on transmet? Comment, nous, au niveau du board, on a une valeur ajoutée et quelle est notre valeur ajoutée au niveau du fonctionnement de l'exécutif? Quelle est notre valeur ajoutée par rapport aux actionnaires? Quelle est notre valeur ajoutée par rapport aux parties prenantes? Ça veut dire que là, au niveau de cette modalité de gouvernance collective, alors les gens qui en ont parlé, à l'origine, en France en tout cas, c'est un type qui s'appelle Charot, qui ne travaille plus du coup maintenant, mais qui était à l'initiative de ça, un autre qui s'appelle Wirtz. Et donc à l'origine, ça a été théorisé dans l'échange qu'il y a justement au niveau des startups entre le fonds, et donc le fonds privé, là pour le coup, qui est là en support pour développer l'entreprise. Ça veut dire qu'on est dans un rapport d'apport de compétences pour que l'entreprise puisse aller faire des tours de table de manière à ramener de l'argent. Ça veut dire comment je vais présenter mon offre, c'est-à-dire comment stratégiquement je dois aller vite ou pas vite, comment je peux me positionner par rapport à un partenaire au niveau d'impact, d'actionnaire. C'est-à-dire que à l'origine de cette théorie, on est parti sur la transmission de savoir entre des gens qui sont hyper qualifiés au niveau des fonds d'investissement et le porteur de projet. Donc, je ne sais plus qui me disait là qu'il avait affaire à un centralien, c'est ça, et qui devait composer avec. C'est-à-dire que le porteur de projet, je dis ça alors. Donc, la base a été de partir de ça. Ça veut dire dans cette relation-là, qui est cognitive, puisqu'on transmet du savoir, comment on peut l'étendre, essayer de comprendre comment. Alors, suite à ça, donc, on parle de capital humain. Donc, je vous ai mis c'est comme un accompagnement de fonds, d'investissement. Mais attention, le premier fonds, je ne vais pas dire au moment où on rachète, où l'entreprise elle est ballottée d'un fonds à l'autre, où je vais devoir faire de la liquidité et puis faire en sorte que mon entreprise puisse la revendre. Non, là, c'est vraiment l'originel. Au moment originel où l'entreprise elle a son projet, elle va se développer. Alors, approche cognitive des savoirs sur la gouvernance, voilà, je l'ai formalisé comme ça. Donc là, on est sur les savoirs au niveau du CA et au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, il y a un processus interne de la valorisation stratégique au RH. Donc là, l'idée derrière, c'est qu'en face de l'investissement financier, on mette l'investissement humain qui est en face.
Et donc, c'est se projeter par rapport à ça. Donc, c'est un dialogue entre la direction stratégique et la DRH. Et donc, là, ça se traduit donc vers le conseil d'administration par rapport à comment on peut être représenté au niveau du conseil d'administration à partir de ça. Et ça parle aussi de la gestion des savoirs dans la durée, et notamment les GPEC, par exemple. À côté de ça, donc, vous avez, j'en ai pas parlé, là, c'est les macro-compétences ou les compétences clés. C'est-à-dire, dans une entreprise, vous avez des compétences qui sont, qui sont les fondatrices, qui sont la valeur ajoutée même de l'entreprise. Et ce sont ces compétences-là qu'il faut valoriser, qu'il faut bichonner, qu'il faut faire grandir et multiplier. Ça, c'est par rapport à l'entreprise. Et en dessous, vous avez au niveau du CA, donc il y a la répartition de la contribution cognitive suivant les missions du CA. C'est-à-dire, au niveau du CA, on a parlé de... Alors, si on peut l'enchaîner, donc vous avez deux types de missions, disciplinaires et stratégiques, on en a parlé. Et donc, il y a des savoirs d'audit financier et extra-financier, et il y a des savoirs stratégiques de définition, comment on définit une stratégie, positionnement et mise en œuvre. Et à côté de ça, il y a toute la régulation entre la politique d'investissement et la politique de dividende. Ça veut dire qu'en prenant en compte l'actionnaire, les actionnaires, il y a aussi de l'argent, et donc par rapport à ça, comment on fait au niveau de l'investissement. Donc, une des missions là, du CA, c'est la régulation du fonctionnement de ça. Votre point de vue sur ces compétences, c'est ce qu'on appelle finalement tout ce qui touche à l'immatériel. On oppose souvent dans la valorisation des assets, le matériel et l'immatériel. Et du coup, c'est quoi les évolutions? Est-ce que ça va peser vraiment? Sous quelle forme? Ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas faire de progrès. Si on a une politique d'investissement, il faut les hommes et les femmes qui sont derrière. Ça veut dire que je ne sais pas si on peut parler d'assets après, derrière. En tous les cas, c'est une question que je vous pose. Parce qu'effectivement, si le matériel est un asset et l'humain reste quelque chose avec une partie non valorisée pleinement comme un asset, est-ce qu'on va arriver vraiment à faire bouger les... Il y a des travaux qui ont émergé en partant des nations. C'est-à-dire qu'il y a eu des premiers travaux pour dire finalement le PIB n'est pas le meilleur indicateur de croissance d'un pays. Du coup, il y a eu des travaux au niveau de l'OCDE aussi, qui a mis en place quelques indicateurs, dont certaines entreprises se sont inspirées, notamment les entreprises du CAC 40. Il y a eu des ouvertures avec la loi Pacte, qui permettait aussi finalement de dire que d'élargir en fait l'objet de l'entreprise, et ce qui par extension valorise aussi les investissements immatériels. Il y a des travaux qui ont émergé aussi sur la compta, en fait, puisque le point de départ en réalité c'est la compta, et qui viennent rejoindre les travaux en cours sur la finance durable. Donc il y a pas mal de choses effectivement qui sont en train de bouger, qui ont commencé à bouger, qui avaient commencé à bouger. De toute façon, ces histoires de PIB, ça a commencé à bouger il y a des décennies. Il y a eu des évolutions quand il y a eu les premières définitions du développement durable. Ça, c'était le rapport Brundtland, je ne sais plus si c'était en 87 ou 89. Mais finalement, toutes ces évolutions-là, qui ont traversé les décennies, toutes les entreprises ne se sont pas appropriées les évolutions parce qu'on revient toujours au même point, c'est qu'il n'y a pas encore d'obligation spécifique dans le domaine. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer entre les deux côtés de l'Atlantique, c'est qu'il y a l'Europe qui pousse dans une certaine direction sur ces obligations-là, et puis il y a les États-Unis qui poussent dans une autre direction. En gros, il y a Emmanuel Faber et les SASB d'un côté, il y a l'Europe de l'autre côté. Et on va voir ce qui finalement... Et il y a un autre levier qui nous intéresse parce qu'il y a la taxation, il y a les règles comptables, etc. Donc un côté très financier, parce que c'est comme ça qu'on pilote aujourd'hui, un côté réglementaire. Et moi, ce que je trouve génial, et c'est ce que j'utilise moi le plus pour faire passer les enjeux RSE, c'est la marque employeur, parce qu'en fait, on a une génération qui ne veut plus travailler dans le modèle qu'on leur donne, parce que justement, eux, ils ont été livronnés à
au développement durable. Moi, quand je commençais à en parler en 95, on me prenait pour un hippie. Je disais non, c'est pour faire du profit durable. Bon, bref. Et en fait, il y a des entreprises qui ont de plus en plus de mal à recruter. Et le levier de la marque employeur, c'est une réalité parce que quand on n'arrive pas à recruter ou qu'on a les bons profils pour les former qui s'en vont, ça, l'entreprise arrive à mesurer le coût. Et du coup, je trouve que c'est un levier hyper pratico-pratique, hyper visible, qui nous aide vachement à faire passer des trucs. Ok. Ça, c'est un très bon exemple. C'est intéressant, c'est-à-dire comment il y a des compétences clés portées par des personnes, comment je peux les préserver. Voilà, on va parler de... Là, c'est une politique de talent, peut-être plus. Après, en termes de valorisation des entreprises, j'entends toute la dimension théorique, et notamment dans les grands groupes. Mais quand on valorise une boîte en tant qu'investisseur, je peux vous dire que les talents, c'est numéro 1 des critères. Ah non, c'est tout à fait l'inverse. Pardon, c'est numéro 1. Et surtout que, en particulier en France, où on a quand même un tissu de services, de boîtes de services, dans les boîtes de services, mais très rapidement, dans toutes les startups qu'on évoque, ça va être les hommes clés. Et d'ailleurs, mais ça vient après, non, c'est pas. Ah non, ça vient. Il y a un raisonnement purement financier, et puis après, il y a on n'y va pas sur la base d'une personne qui a dit c'est vrai pour les startups. C'est vrai. Ça dépend à quel stade de l'investissement vous êtes, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que la première chose que vous regardez, non, c'est pas les figures. La dimension financière, elle vient après. La première chose que vous regardez, c'est la pertinence du projet avec son fondateur, c'est-à-dire, est-ce que la personne qui est en face de moi, est-ce qu'elle connaît son job et est-ce qu'elle me donne envie, est-ce qu'elle épouse ses valeurs et la vision. Parce que les valeurs, et je pense que c'est ça, on a beaucoup exprimé la colonne vertébrale d'une boîte, ce sont ses valeurs, et c'est à travers la marque employeur et tout ça, et c'est vrai que les entreprises doivent se réinventer pour repartir à l'ADN de ce que doit être une boîte, c'est poser ses valeurs et de savoir effectivement sa raison d'être, son mission statement et tout ça. Mais pour rebondir, justement, aujourd'hui, tout le monde veut aller aussi dans des startups avec des valeurs, et donc le reste de l'économie, qui n'est pas des startups et qui n'est pas forcément un service, est obligé de se dire mince, il faut que j'arrive à en attirer quand même, et du coup, c'est la bonne clé d'entrée, même quand on n'est pas une startup. Mais en fait, si on revient en ère de la guerre qui est le PNL, et la façon dont le compte de résultat est construit, en fait, le personnel, c'est dans les charges. Oui. Donc, quand on a on doit faire la balance entre dans quoi j'investis et finalement, qu'est-ce que je valorise, tant que le PNL est construit de cette façon-là, il faut trouver stratégiquement, en fait, sur les questions finalement des assets humains, les talents, les éléments durables, des indicateurs qui vont permettre de faire bouger ce PNL et qui vont permettre de sortir de cette notion de coût. En fait. Oui, s'il vous plaît, on va essayer d'avancer. C'est juste ce que vous dites. Le truc, c'est que là, on revient sur une définition comptable, sur une évaluation chiffrée. Je vais vous demander là, si c'est possible, là, on va essayer d'avancer par rapport au fait de identifier quels sont les aspects cognitifs qui sont indispensables pour le fonctionnement d'une gouvernance. Du coup, slide suivante, là, c'est les processus d'adaptation aux missions stratégico-disciplinaires du Conseil. Ce slide-là, il vous reprend là le fonctionnement du Conseil par rapport, alors, en interne, comment lui il fonctionne. Et donc, dans ce fonctionnement interne, il y a des compétences. Il y a des compétences qui sont clés, notamment comment on va prendre une décision, comment on va nominer. Il y a des compétences qui sont spécifiques. Ça, on va partir de la gestion, la position de la composition en compétences individuelles et collectives au service de l'exécutif. Ça veut dire comment on va composer un conseil au regard de la stratégie de l'entreprise. Ça veut dire que le conseil, là, il est positionné par rapport à la donnée stratégique de l'entreprise. Ça veut dire qu'au sein de ce conseil, il va y avoir certes des financiers, donc on va être sur une logique actionnariale. À côté de ça, il y a une logique compétentielle. Ça veut dire, alors là, on parle du mode de fonctionnement interne du conseil, ça veut dire comment ce conseil, il a, et c'est pour ça qu'on parle de soft skills en gouvernance, c'est à ce niveau-là comment il fonctionne.
comment on va faire pour qu'il y ait réellement un partage d'informations, comment on va faire pour nous adresser aux parties prenantes, comment on va faire pour s'adresser à l'exécutif, est-ce qu'on a le droit d'aller se balader dans les usines ou pas, de l'entreprise, etc. Ça veut dire que là, il y a réellement une prise en considération du mode de fonctionnement interne du Conseil. Donc c'est une position méta du Conseil, ça veut dire que le Conseil va se poser la question qui va nous réguler. Comment? Personne. Alors, il y a les règlements, il y a les aspects réglementaires, il y a les statuts, etc. Mais ceci dit, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va décider de faire? Ce n'est pas parce que, par exemple, on est une entreprise à mission qu'on est forcément droit dans nos bottes sur ce qu'on fait au niveau d'une entreprise à mission. Ce n'est pas parce qu'on est une association qui va défendre l'ESS qu'on va être au clair sur notre politique sociale. Et j'ai vu des débordements qui sont assez incroyables sur des entreprises de l'ESS. C'est-à-dire, vous voyez, tout ça pose la question de l'alignement. Alors, je parle des valeurs, mais je parle aussi des profils qui sont à l'intérieur même du Conseil. C'est-à-dire les métiers, parce que si on a beaucoup de financiers, c'est bon, vous voyez, la réaction là, du groupe, elle a été tout de suite là de dire « Ok, mais comment j'évalue le capital humain, tout ça ?» Ça, c'est une logique financière. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une logique qui va faire qu'on va être dans une quantification. Alors, je ne sais pas qu'il ne faut pas le faire. Nous, on est des agents du changement, d'accord. Comme tu l'as dit, la dominante aujourd'hui, elle est la théorie classique. Et nous, qui voulons aller vers la théorie moderne, quelles sont les portes d'entrée qu'on utilise parce qu'il n'y a pas que les GIEC, non. Oui, bien sûr. C'est pas trop vite pour aller vers l'autre. En tout cas, une porte d'entrée, c'est de se poser la question au niveau. Cheval de Troie. Ouais. Bon, oui, ça veut dire en gros, on va se poser la question comment on va gérer les compétences à l'intérieur de notre gouvernance, à l'intérieur d'un conseil d'administration. Comment on va gérer ça? Après, il y a d'autres choses. C'est la gestion de la relation entre le membre et sa partie mandante. La partie mandante, c'est la personne qui m'a nommé pour être au conseil. Est-ce que c'est un fonds? Est-ce que c'est des salariés? Est-ce que c'est une famille? Tout ça va faire que moi, je vais, entre mon appartenance au conseil et ma partie mandante d'origine, comment je vais construire mon identité. C'est pour ça que là, dans l'approche cognitive, il faut se poser la question de l'identité sociale professionnelle. Ça veut dire, quel est mon métier? Alors, quelle école j'ai pu faire? Vous voyez, en France, en tout cas, le fait d'avoir fait on parle de réseau. On parle de métier, c'est-à-dire si je suis financier depuis que je suis tout petit et que j'arrive au conseil, je vais avoir ma vision financière. Et ça va être très compliqué pour moi d'avoir une autre vision de ça. Voilà. Alors, je parle aussi des profils. On peut parler des profils de personnalité. Quels sont les profils qui sont à l'intérieur d'un conseil? Quelle est la complémentarité des profils à l'intérieur du conseil? Oui, il peut y en avoir pour peu que le conseil s'en donne les moyens. Je reviens là sur comment on peut essayer de décrypter un mode fonctionnel d'entreprise. Parce que, évidemment, il y a des entreprises qui n'en ont rien à faire d'avoir que des financiers à l'intérieur du conseil. Il y a des entreprises qui vont absolument pas se poser la question de comment je vais gérer ma relation à la partie prenante. Et tout ça va définir un mode de fonctionnement d'entreprise. C'est pour ça, je vais avancer par rapport à ça, mais on y arrive. Donc, il y a la gestion fondamentale entre le conseil et l'exécutif. C'est-à-dire comment il va, est-ce qu'il aide, c'est une petite tour de table qui a donné ça ou pas, est-ce que je suis là pour lui serrer la vis, pour le contrôler, pour passer à 48%, voilà. Médiation du conseil entre l'exécutif et les parties mandantes, ça veut dire que individuellement, chaque personne dans le conseil va se mettre en relation avec sa partie mandante et gérer cette relation. Quand je dis gérer la relation, je vais prendre par exemple l'exemple des administrateurs salariés, parce que c'est un très bel exemple. L'administrateur salarié, quand il est issu d'une organisation syndicale, doit gérer sa relation avec son OS. Et donc, par rapport à ça, suivant l'OS, l'organisation syndicale, d'où il vient, il va avoir plus ou moins de latitude. S'il est sur un syndicat progressiste, il va pouvoir avoir une autonomie et faire son boulot d'administrateur salarié. S'il est sur un syndicat protestataire, ça va être beaucoup plus difficile.
Moi, j'ai vu des gens qui étaient au conseil d'administration, administrateurs salariés, qui arrivent à la réunion et on leur dit « Vous n'êtes plus administrateur salarié, votre syndicat vient de vous mettre dehors, en gros. On vous a retiré votre accréditation. » Vous voyez, il y a des endroits où l'administrateur doit gérer sa relation. Si vous représentez un fonds ou une famille, eh ben, vous représentez votre branche et à ce titre, eh ben, vous allez devoir composer avec votre branche. Ça veut dire que tout ça, tout ce qui va venir en amont de la relation, avant même de rentrer en mandat, ça va constituer votre identité avant d'entrer même au conseil. Et ça, vous avez intérêt à être au clair là-dessus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des conflits de rôle qui s'opèrent. Si je fais partie d'une famille qui est en bisbise avec l'exécutif et que je suis d'accord avec l'exécutif, comment je fais? Si je suis nommé par BPI France ou par comment ça s'appelle, à l'APE, est-ce que je vais pouvoir prendre une position qui est favorable à l'entreprise et défavorable au gouvernement? Ça s'est vu, il y a eu des exemples qui se sont produits, qui font qu'il y a des conflits de rôle, on appelle ça comme ça, au niveau de la création de l'architecture de l'identité individuelle, et donc ces conflits de rôle, il faut les gérer. C'est pour ça que cette partie-là de gestion de la relation, elle est entre soi et la partie mandante, mais elle est aussi globalement au niveau du conseil, en direction des signaux qu'on va envoyer vers toutes les parties prenantes qui vont exister. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est de ça dont il y a des missions qui sont spécifiques au conseil et sur lesquelles on va développer. Du coup, on va avancer. Du coup. Voilà. Ah ouais, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est la variabilité suivant la phase de développement de la position des dirigeants. Vous avez au début, il y a le projet d'entreprise, la start-up, la PME, ETI côté, grande entreprise, et éventuellement disparition d'entreprise. Alors, je n'ai pas mis le pacte d'actionnaires, mais j'aurais pu mettre là, au niveau des zones d'aléas particulières à la gouvernance du conseil. Il y a des zones de danger. Quand, au niveau de la start-up, l'advisory board, au moment où il bascule comment dire, où il y a une première transmission qui se fait, moi, si je prends l'exemple, je suis investisseur, j'aide une start-up à se développer, je vais avoir une logique d'aide. Ça veut dire que alors, c'est toutes les compétences qui vont être nécessaires au niveau de la relation de communication, de pouvoir. Donc, il y a plein de soft skills par rapport à ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en revanche, il y a un moment donné où je vais devoir sortir. Et donc, mon avantage, ça va être de valoriser au maximum l'entreprise pour qu'à un moment donné, je puisse récupérer mes billets. Ça veut dire qu'il y a un moment, il faudra que l'entreprise ait de la liquidité pour pouvoir me rembourser. Me permettre de récupérer mes ouais, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est deux logiques différentes. C'est-à-dire, la logique de la personne qui aide n'est pas forcément la même logique que le financier derrière. Alors, là, ça, c'est des zones qui sont dangereuses pour l'entreprise. Et après, donc, ce qui se passe, c'est que donc, les fonds vont se retransmettre le bébé. Alors, généralement, un fonds, il reste 4, 5, 6, 8 ans. Il y a des entreprises où il y a des fonds qui sont, c'est tous les 3 ans. Dans le groupe, là, j'ai eu l'exemple. Ça veut dire qu'on a un hachage après du projet d'entreprise. Ça veut dire qu'au début, le projet d'entreprise, il est bâti sur des valeurs. Si je prends l'exemple de Facebook, au départ, on était là pour faire du lien social. Des gens qui sont aux manettes d'immenses entreprises de l'Internet, au départ, c'était des gens qui étaient convaincus, qui faisaient le bien collectif, qui mettaient en lien les personnes. Et puis, on allait beaucoup mieux progresser au niveau de l'humanité. Vous voyez ce que c'est devenu? Ça veut dire que... Si je peux me permettre, oui. Facebook, au départ, c'était pour draguer les filles. Oui. C'est ce que j'allais dire. Pardon. On était quand même pas sur des valeurs. Mais donc, depuis l'heure de Facebook, aujourd'hui, c'est pas par hasard. Non, absolument. D'accord, ok. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Google, il disait don't make evil.
Donc, bon, après, quand on dit des trucs en négatif, peut-être qu'on arrive à délivrer ce qu'on voulait pas. Il y a l'aspect génial. Un acte manqué, en fait. Bon, je veux revenir simplement au niveau du projet d'entreprise de départ avec ses valeurs. Au moment où il y a une financiarisation de l'entreprise, eh ben, on va mettre tout en œuvre pour quantifier la valeur ajoutée. Et donc, par rapport à ça, ça va se faire sous forme financière. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est dans la gestion, je dirais le projet d'entreprise, il perd de sa substance. C'est-à-dire qu'on a des gestionnaires entrepreneurs, on a des grands patrons d'ailleurs. Dans l'entreprise, la grande entreprise permet à des gestionnaires d'arriver aux manettes, eux-mêmes étant anciens DAF, étant anciens de tout comité de direction, ils vont entrer là-dedans et donc ils vont administrer. Ça veut dire que les profils même au niveau du conseil d'administration et des gens qui dirigent des entreprises, si on a un PDG fondateur, une PDG qui a fondé une entreprise, et ben ces personnes-là, elles vont être plus dans l'entrepreneuriat que ne vont l'être des gens qui sont arrivés après coup et qui vont gérer avec des contraintes qui vont être purement financières. Vous voyez, déjà à ce niveau-là, s'il faut dérouler un peu la granulométrie des dirigeants, il y a plusieurs types de dirigeants. Ce n'est pas tous les mêmes. Du coup, on peut enchaîner. La dynamique des bancs, oui, alors là, on ne va pas si vite là-dessus, mais l'idée, c'était de comprendre comment je peux identifier, vous, quand vous êtes dans un board, comment vous pouvez identifier les dynamiques qu'il y a autour du board. Ça veut dire, alors, il y a cette relation tripartite qu'il y a au niveau du board, en interne, vers les parties prenantes et vers l'exécutif. Ça va faire que, quand je vais avoir cette grille de lecture-là, le conseil il va devoir se positionner différemment. Et notamment, s'il y a une stratégie qui est proposée par l'exécutif, il va falloir qu'il en parle, qu'il soit médiateur de ça par rapport aux parties prenantes. Si on a un président de conseil qui est plutôt, j'allais dire, ancienne école, c'est-à-dire que c'est lui-même qui va faire les roadshows, c'est lui-même qui va aller voir les investisseurs et qui ne le partage pas forcément avec le reste de son board ou plus que ça, ça va entretenir une relation privilégiée où, comment dire, le président va avoir la main, il va conserver la main. Bon, on a eu l'exemple chez Renault. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qui font que ça dysfonctionne. Donc, il n'y a pas de mode de partage. Tout ça concerne le mode de fonctionnement du board. Donc, on va, à l'intérieur du board, ce qui peut être intéressant dans ce que je vous propose là, c'est d'identifier qui est qui, d'où ils viennent, c'est quoi les métiers, les profils, qui a nommé qui. J'y reste tout simplement. On revient là. Donc, l'idée, c'est de comprendre pour chacune des personnes qui sont là, quelle est leur partie mandante. Et quelle est la logique qu'ils doivent déployer pour se maintenir au niveau du board. C'est-à-dire que, vous voyez, alors, il y a plein d'indicateurs. Si vous êtes vous-même, vous siégez, c'est-à-dire ou en tant qu'exécutif ou en tant qu'administrateur, administratrice, eh bien, vous avez plein de moyens d'observer. Alors, je parle, là, il y a plein d'outils comme le sociogramme, la proxémique, c'est la distance qui est entre les gens. Comment je m'organise autour d'une table? Qui est au centre si c'est une table spécifique de conseil? Toute cette matière, l'analyse des contenus, les docs de référence, etc., l'idée, c'est de remonter sur la compréhension des gens qui sont autour de moi et qui dépend de qui. Par exemple, il y a des moments où les gens vont sortir. Est-ce qu'ils ont prévu ça? Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'on est dans une gestion une gestion des profils? Moi, je ne fais qu'appliquer là une logique de RH par rapport à un conseil d'administration. C'est-à-dire qu'on a un groupe de personnes qui ne se connaissent pas d'origine. Comment ces gens s'insèrent? Comment ils vont négocier leur mandat avec les gens qui sont déjà présents?
comment ils vont négocier leur mandat avec la partie mandante qui va les diligenter au niveau du board. Tout ça, vous voyez, ça nécessite, et l'aspect justement entrée en mandat est fondamental. Hein, là, j'ai fait un atelier il n'y a pas longtemps, justement, c'était chez Odo, on a travaillé justement sur la dynamique du mandat. C'est-à-dire comment j'entre en mandat. Hein. Qu'est-ce que je négocie? Quand je dis négocier, c'est comme un marge de manœuvre quand je rentre dans un conseil d'administration. Alors, je vous ai mis les profils de personnalité, la hiérarchie des métiers. Il y a des conseils où il y a évidemment une hiérarchie des métiers qui s'exprime, et ou pas. C'est-à-dire que vous avez aussi des conseils qui ne sont pas sur ce mode-là. Donc, tout ça se positionne au profil de l'entreprise, hein, voilà, avec l'idée d'avoir une image positive du collectif. C'est-à-dire qu'il y a des biais de groupe qui s'instaurent. Vous avez fait ça la dernière fois, les biais. Là, des biais d'intra-groupe, c'est-à-dire qu'on va se valoriser contre éventuellement l'exécutif. Hein. On va se définir aussi en interne sur qui fait partie des grands métiers du conseil d'administration ou pas. Est-ce vous voyez, un très bel indicateur, c'est l'intégration des administrateurs salariés au sein des conseils. S'ils sont en déshérence, c'est qu'il y a un problème, hein, au niveau du mode de fonctionnement même du conseil. Moi, j'ai fait c'était pour une grosse association, il y avait 2 administrateurs salariés au sein du conseil. Ces gens-là n'avaient aucune compétence en termes de gouvernance, mais zéro. Et ils étaient là, ils auraient pu aider le délégué général, mais le délégué général, il voulait garder le pouvoir, et donc du coup, il était hors de question qu'il y ait des salariés, il avait les salariés dont il avait besoin, c'est-à-dire qu'il n'ait aucune compétence. Vous voyez, tout ça s'analyse. Ça veut dire que là, quand je fais la procédure systémique, là, fait que je vais identifier les acteurs en contexte. Sur ça, il faut toujours revenir au contexte. Qui parle et pour défendre quoi? C'est toujours la question que vous devez vous poser. Toi, tu prends la parole pour défendre ton point de vue, d'accord, et j'essaie de voir quelle est la logique derrière. Vous voyez, quand le gouvernement prend la parole pour dire ceci ou cela, c'est se poser la question, quelle est ma logique? Quelle est la logique du président, par exemple, lui-même, quand il prend la parole, c'est quoi son objectif à chaque fois? Et c'est invariable, ça veut dire que tout le monde va défendre son point de vue, va se mettre en avant par rapport à son référentiel, à lui, comment il existe, et comment il va se positionner par rapport à ça. Du coup, on peut enchaîner. C'est quoi TIS? La théorie de l'identité sociale. Ouais. Donc là, je vous ai fait un panel de les acteurs en contexte. Hein, vous savez. Donc, on a parlé des entrepreneurs ou développeurs, les business angels. Ça, c'est des gens qui apportent. Il y a un côté, comment dire, ils sont là, ils vont être bienveillants toujours par rapport à un board, à des exécutifs, alors que les gens qui sont en fonds, les fonds privés ne vont pas être dans cette dynamique-là forcément. Ils seront là pour challenger, faire en sorte que ça avance et qu'on n'est pas là entre bisounours. Alors, je vous ai mis privé-public parce que c'est 2 logiques complètement différentes. Les gens, si je prends l'exemple de BPI France, BPI, les gens qui sont à l'intérieur, ils vont aller dans des conseils, ils ont des consignes de vote. Ça veut dire qu'ils ont en interne, BPI, des gens qui vont les conseiller sur « tiens, tu vas voter ci, ça, tu vas demander ça ». Et donc, ils vont être surtout, et là je vous parle vraiment, c'est la réalité, c'est qu'ils vont être en gestion de leur propre carrière au sein de BPI France. C'est-à-dire que l'objectif, ça ne va pas être de répondre aux besoins systématiques de l'entreprise, mais de leur carrière par rapport à l'organisation qui les porte. Alors qu'un fonds privé, ça va être un peu différent. On va avoir des gens qui vont faire en sorte que, surtout s'ils sont à l'initiative de la relation avec le porteur de projet, de fructifier, faire grandir l'entreprise. Après, bon, vous avez d'autres fonds qui vont être là simplement pour amasser une rente. Ils vont racheter, ils vont revendre, ils vont acheter, ils vont revendre. Les administrateurs familiaux, c'est des positions en conflit de rôle qui sont très importantes parce que souvent, ils sont en interne, ils bossent dans l'entreprise, ils sont au board, ils représentent une famille. Ça veut dire ou une branche de la famille. Tous ces rôles-là peuvent rentrer en conflit et fait que vous avez un dysfonctionnement au niveau du board exactement. Hein. Même chose, je vous ai dit pour les administrateurs salariés,
Dans leur relation par rapport à leur syndicat d'origine, c'est intéressant. Par rapport à leur, enfin, suivant la structure, hein, par rapport à la DG, il y a un positionnement qui est compliqué. Parce que là, généralement, ils le prenaient pas mal, mais ce que j'ai noté, c'est que souvent, les directions des ressources humaines ne comprennent pas qu'est-ce que font des administrateurs salariés dans un monde. Ils ne comprennent pas. Et rien n'est fait pour leur faciliter la tâche, quoi. Alors que ces gens-là, ils sortent, quand ils ont fini ils ont un mandat, ils le transmettent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une perception de, comment dire, capitalistique, enfin pardon ? Le rôle dans le conseil. Ouais, au niveau du conseil, ils n'ont pas une perception financière de leur rôle, ils ont une perception sociale. Ça veut dire que quand ils vont transmettre le mandat, parce qu'ils vont en faire 2 et après, ou 1, ça dépend, et ils vont le transmettre au suivant, eh ben, ils ne sont pas possesseurs de leur mandat. Même chose pour les administrateurs familiaux. C'est ça qui est intéressant dans la famille, c'est que je suis porteur d'un mandat, je représente ma famille, ma branche de famille, mais ceci dit, ce n'est pas à moi. Et je vais le transmettre à mes enfants ou à mes petits cousins, etc. Ça, c'est des logiques qui sont très différentes qu'un fonds, hein, qui... Alors, lui, il est borné dans le temps, mais par exemple, un administrateur indépendant, je vous pose la question, combien de temps il va durer votre mandat? Quand est-ce que vous partez? Vous rentrez, certes, mais quand vous partez? Quand partez-vous? Et ça, c'est pas du tout... c'est pas des bonnes questions, hein, faut pas... c'est mal. Et ceci dit, le fait d'avoir un bornage dans le temps, c'est-à-dire quand est-ce que je vais sentir que je dois partir, hein, je prends l'exemple de Daniel Lebeil, qui était le patron de l'IFA. Dans les statuts, il y a écrit qu'il y a 70 ans, le président devait partir, il est parti. Et tout le monde autour de lui dit, mais ça va pas, tu restes. Non, c'est dans les statuts, je pars. Et il est parti. Les gens ne comprenaient pas. C'est-à-dire qu'en France, on a une compétence particulière sur, comment dire, les petits arrangements. Hein, voilà. On est très fort. Hein. Là, et oui, c'est une sorte de... c'est une culture. Ouais, c'est une culture. Ouais, mais c'est très préjudiciable après. Hein. Donc, sur les administrateurs salariés, quand il y a eu cette obligation qui a émergé, en fait, c'est tombé comme ça, et finalement, les DRH n'avaient aucune voix au conseil, en fait, enfin, pas d'obligation en tout cas, donc ça dépendait des pratiques évidemment des entreprises. Arrivent les administrateurs salariés. Effectivement, comme vous l'avez fort justement dit, pas du tout formés, rien du tout. Le législateur avait donné aussi une obligation de formation qui était portée par les organisations syndicales, en fait, en l'occurrence. Il faut quand même se dire les choses autour de la table. Comment est-ce que les opérationnels voient les salariés qui ont un mandat dans une organisation syndicale? Ce sont des gens qui ne bossent pas, et donc qui sont payés globalement à rien faire. Enfin, je le dis, on est entre nous, mais c'est quand même ça la perception générale. Ouais. Et en fait, donc, ce sujet-là... C'est un cas particulier. Honnêtement, la marge... Juste pour terminer, ce sujet-là, s'il n'est déjà pas réglé au niveau, on va dire, exécutif, entre guillemets, c'est évident qu'au niveau conseil d'administration, ça pose problème, forcément. Et là, on est sur un truc très franco-français. Mais en tout cas, le sujet, c'est quand même celui-là. C'est qu'on a une espèce Enfin, il y a toutes les injonctions contradictoires entre le fait qu'effectivement, c'est une bonne chose d'avoir la voix des salariés dans la conseil d'administration. Ça a un sens. Après, c'est le comment, en fait, et quel est le rôle qui est donné aux DRH qui, parfois, n'ont pas non plus voix au chapitre, ne serait-ce que dans leur comité exécutif, encore moins dans les conseils d'administration, et comment tout cela se joue, en fait. Et là, on revient à qui est nommé, pourquoi, comment. Voilà. Finalement, tout le sujet, c'est celui-là. Je reprécise quand même sur la population d'administrateurs salariés, parce que j'en ai eu beaucoup en face de moi. Je peux vous dire que la majorité travaille. Mais je sais bien. Ils travaillent. Non, mais ils travaillent. Ils sont en position de contrat de travail. Ça veut dire qu'ils ont genre. Ça n'empêchera pas que ce biais derrière, et ça n'empêchera pas le biais. Alors, je continue. Oui, bien sûr. Du coup, la question est comment moi, je pousse le bouchon aussi loin que ça, comment moi, en tant que DRH, je vais valoriser le mandat d'administrateur salarié. Et ça, c'est une combinaison entre DRH et dirigeants.
C'est pas le DRH tout seul. Hein. Bien sûr que non. C'est clair. Ça veut dire qu'il faut qu'au niveau du conseil, il y ait des gens qui disent, et ça s'est vu malheureusement, et ça s'est mal passé chez Renault, hein, pour revenir à Schweitzer, c'est comment on va valoriser une montée au conseil des administrateurs salariés. Parce qu'avant même la loi Pacte, il y en a eu. Hein. Il y en a eu. Et il y a des conseils où ça marche très bien. Ça veut dire que l'administrateur salarié connaît parfaitement le domaine d'activité stratégique de l'entreprise, le domaine dans lequel il peut être présent. L'administrateur salarié connaît parfaitement bien le climat social et le fonctionnement de l'entreprise et des médiations. Il connaît très bien son rôle dans le sens où ce n'est pas un opérationnel. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont formés. Il y a une différence entre un administrateur salarié et un représentant du personnel. Ça veut dire que dans sa tête, il est là au service de l'entreprise et non plus au service de son syndicat. Et quand ils sont formés, les gens, ils le savent ça. Je dis ça parce que moi, je suis sur un des grands syndicats en France, je suis à l'origine de la formation des administrateurs salariés, et on a bastonné là-dessus. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte de bien faire comprendre que l'administrateur salarié n'était pas représentant du personnel. Et on travaille là-dessus. Et après, ça veut dire qu'il y a une chose, il y a aussi une stratégie d'administrateur salarié pour défendre son bout de gras. Enfin, quand je dis son bout de gras, c'est-à-dire sa mission. Je voudrais intervenir 30 secondes là-dessus parce qu'effectivement, c'est vrai qu'ils sont originaires souvent d'un mandat, mais pour être clair, ils perdent tous les mandats de représentation, qu'ils soient syndicales ou d'élection. Oui. Et ça veut dire que là, par rapport au rôle du DRH, il faut bien comprendre que le DRH, il n'a aucune opportunité d'interaction avec un administrateur salarié qui, par ailleurs, est soumis à un degré de confidentialité bien élevé. Et en vérité, l'interface du DRH avec l'administrateur salarié, elle peut être portion congrue ou de zéro, en fait, puisque sinon, il s'immisce dans un rôle qui n'est pas le sien, en fait, au niveau du conseil d'administration. Donc, attention un petit peu à un mélange des genres. Ouais, tout à fait, Franck. Après, il faut se poser la question, comment je permets à l'administrateur salarié d'exercer son mandat? Ça veut dire est-ce que, en situation de travail quotidien, je vais lui faciliter la tâche pour se former en tant qu'administrateur ou pas? Moi, je vous dis ça parce que là, les formations d'administrateurs salariés étaient payées par le syndicat. Alors que si vous êtes dans un conseil d'administration, vous pouvez être pris en charge par le conseil. Vous voyez ? Et dans ce cas-là, c'est la dynamique du conseil. Franck a tout à fait raison de souligner le point qu'il vient de soulever. C'est toute la complexité de ce que le législateur sort de temps en temps qui fait que finalement, ceux qui pourraient le plus aider se retrouvent dans cette contradiction qui est qu'ils devraient aider, néanmoins, ils doivent respecter leurs propres obligations, on va dire, de non-interférence. Et ça, c'est pas ça. Ce qui fait qu'on revient à la dynamique du board, c'est ceux qui sont dans le board, dont le rôle est de faire en sorte qu'effectivement les administrateurs salariés, comme tous les entrants, jouent leur rôle. Tout à fait. Chacun a sa responsabilité par rapport à ça. Après, je ferai une petite digression quand même par rapport aux administrateurs salariés. En Allemagne, il n'y a pas cette césure. C'est ça l'intérêt. Là. Ça veut dire que la gestion à l'allemande des administrateurs salariés font qu'ils sont aussi en exécutif. Il n'y a pas de souci de ça. C'est-à-dire qu'ils ont le droit. Ils peuvent. C'est le modèle allemand d'autogestion, entre guillemets, il est un peu plus performant à ce niveau-là, au niveau des boards. Ils sont en exécutif, ils sont en job ou ils sont en représentation du personnel par ailleurs? Ils peuvent être représentants du personnel, c'est ça. Ouais. Ils peuvent faire les deux. Alors, ça, c'est quoi? Pour que vous puissiez bien comprendre, c'est l'efficacité humaine qu'il y a dans un conseil. Il faut partager le projet du conseil. Ça veut dire comment. Là, vous voyez, ce quadripole, il y a 4 polarités là. Elle a été construite par rapport à toutes les missions qu'on a énumérées tout à l'heure, entre le disciplinaire et le stratégique et le mode de fonctionnement interne du conseil, et de la gouvernance. Tout ça, ces 4 points-là sont des indicateurs qu'on va mettre en avant pour comprendre quelle est la dynamique du conseil. Et c'est de là qu'on va pouvoir
déterminer dans quel type de conseil on est. Le premier point, là, le projet du conseil, ça veut dire qu'est-ce que moi, membre, je fais au niveau du conseil? Quelle est ma vision de la gouvernance et pourquoi je vous rejoins? Cette question-là, elle permet de se mettre tous d'accord ou en tout cas d'identifier les différences de perception au sein du conseil. C'est important, ça, de pouvoir... Là, on parle de valeurs, on va parler aussi de, je dirais, de perception collective et comment on va reconnaître les différences au sein d'un groupe. Le fait de faire ce travail permet d'avoir une cohésion. L'autre point, construction du mandat, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est comment je vais construire mon rôle, co-construire mon rôle entre ma partie mandante, les gens d'exécutif, les gens qui sont au conseil, voilà. Tout ça va faire que entre le début et la fin de mon mandat, je vais éventuellement être accompagné. Un administrateur indépendant va être là-dedans aussi. Ça veut dire que si vous, quand vous êtes, entre guillemets, pressenti pour entrer dans un conseil, vous allez rencontrer le président, la présidente du conseil, et bien, par rapport à ça, vous allez vous discuter avec cette personne-là pour définir c'est quoi le périmètre de votre mandat. Qu'est-ce que vous pourrez faire ou pas. Et par rapport à ça, vous allez accepter ou pas. Oui. Ça se travaille, ce contrat, entre guillemets, dans la durée. Enfin, il faut le faire au début. Oui, il faut le faire au début, mais après, au début, on n'a pas forcément suffisamment de vision. Justement, avant d'entrer en mandat, il y a un travail assez lourd à faire de comprendre qui sont les actionnaires, qui sont les membres du conseil. Il y a du à faire et puis rencontrer le dirigeant. Voilà. En tous les cas, c'est intéressant parce que quelque part, ça dit que si ce n'est pas contractualisé à l'entrée, ça ne peut pas bouger. Or, l'entreprise, elle bouge. Ouais. Alors, contracter, c'est un contrat moral. Hein. Oui, j'entends. Attention. Mais c'est bien ça. Ça veut dire que c'est comme dans une embauche, si vous ne définissez pas le cadre au départ, vous pouvez toujours siffler pour votre augmentation. Oui, mais malgré tout, ça reste un point d'étonnement parce que, je partage vite fait, je vous prie de m'en excuser, mais les rôles sont de moins en moins prescrits en entreprise. Donc, souvent, vous travaillez les limites de votre rôle. En tous les cas, vous les faites évoluer. Eh bien oui. Donc, je voulais juste... Oui, mais complètement. Oui, je reviens sur l'administrateur salarié. Il va discuter avec le patron, je vais prendre d'Orange par exemple, le patron des syndicats d'Orange, il va discuter avec lui de son périmètre de mandat aussi. Mais pas que avec les gens du conseil d'administration, il va discuter avec plusieurs personnes qui impactent directement son périmètre. Et pour bien le vivre, pour éviter des conflits de rôle, il faut qu'il fasse ce travail. L'efficacité personnelle, c'est un autre point. Ça veut dire comment, moi, ma stratégie personnelle, l'efficacité par rapport au collectif, comment, moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Enfin, ce que je fais me correspond. Et est-ce que ce que je fais, ça va correspondre aussi aux gens qui m'ont, entre guillemets, nominé pour entrer au niveau du conseil. Ça, c'est de là, cette efficacité personnelle qui va faire que quand je vais sortir d'une réunion de conseil, je vais me dire, tiens, là, j'ai fait le job. Ou, tiens, pour une fois, là, on a pris une décision qui était collégiale et qui était réellement discutée en amont. Vous voyez, ça pose la question de, suivant les profils, des gens qui vont être plutôt financiers et des gens qui vont être plutôt... les gens qui vont avoir une vision financière de l'entreprise, ils vont... je suis perdu parce que je viens de changer de slide. Désolé. Je me suis perdu. Non, il faut que c'est pas grave, j'y reviendrai. Bon, l'efficacité personnelle, en tout cas, elle va m'interpeller moi sur mon utilité au niveau du conseil. C'est-à-dire, vraiment, est-ce que j'ai une vraie valeur ajoutée par rapport à ça? Et quand je vais sortir du conseil, c'était ça. C'est de me dire, est-ce que là, je sors en ayant eu le sentiment que j'ai fait pour... Je fais un bilan. À chaque fin de réunion, je vais faire un bilan. Et avant d'entrer, je vais faire le bilan de comment ça s'est passé la dernière fois. C'est au moins 2 mois de boulot, être administrateur. Ça veut dire que en temps plein. Ça veut dire que dans une année, si j'ai une activité professionnelle plus 1 ou 2 mandats, je ne pourrais pas en avoir 3 ou 4. C'est pas possible. C'est pas possible.
Dynamique du conseil, c'est comment les attentes individuelles vont être prises en considération et comment on va pouvoir créer une action collective. Tout ce qu'il y a dans ce panneau-là, dans la dynamique du conseil, c'est les processus qui vont être à l'intérieur du conseil et comment les personnes vont être... quand ils vont faire une action collective, ils vont mettre en place un plan, enfin, ils vont valider un plan stratégique, et ben comment ils vont aussi être valorisés par le président du conseil par rapport à l'action collective. Bon, ça, c'est les 4 points sur lesquels on s'appuie. Du coup, on peut passer à la suite. Voilà. Donc là, je suis arrivé là. Donc, ça a été validé par des mecs comme Gomez ou d'autres. Voilà. C'est la dynamique du conseil par typologie de gouvernance d'entreprise. Voilà comment c'est organisé. Vous avez sur l'axe horizontal, sur la partie gauche, une justification réglementaire simple. Ça veut dire qu'on demande aux entreprises d'être dans les clous au niveau des finances, etc. Donc ça, c'est le minimum syndical, entre guillemets. En face, vous allez avoir une optimisation du fonctionnement du conseil. Ça veut dire qu'au lieu de me contenter d'être dans le règlement, là, je vais faire en sorte qu'il y ait une vraie dynamique de groupe. Ça veut dire qu'on va prendre des décisions collectives. Ça veut dire que les personnes, quand elles vont faire attention les unes par rapport aux autres pour valoriser un esprit collectif. Ça, c'est l'axe horizontal. Et l'axe vertical, vous avez une régulation par le PDG, secrétaire de conseil ou DAF. J'ai mis DAF parce que c'est numéro 2 souvent dans les entreprises. Donc là, c'est une régulation faite par des personnes cibles. J'ai mis secrétaire de conseil parce que le secrétaire de conseil, il est à l'origine de l'ordre du jour négocié. Il faut savoir qu'il y a seulement la moitié des secrétaires de conseil qui considèrent qu'ils sont au service du conseil. Ah bon? Ouais. J'ai fait une étude là-dessus, on a interrogé. Vous travaillez pour qui? L'actionnaire, je travaille pour l'exécutif, pour le PDG, mais pas pour le conseil. Enfin gardez ça à l'esprit quand même. Comment? C'est souvent le directeur juridique. Oui, souvent le directeur juridique. Qui était celui de Renault d'ailleurs. Il y a conflit potentiellement. Oh ben c'est clair. Ouais. Et quand vous avez un administrateur salarié qui dépend du service juridique et qui se retrouve avec un secrétaire de conseil qui est son patron, c'est sympathique. C'est très bon. Ça marche. En face, donc, vous avez donc, une régulation par le PDG, et en face, vous avez l'autorisation par le conseil. Ça veut dire que c'est le conseil, collectivement, qui va déterminer quelles sont nos règles, comment on va fonctionner. Vous voyez, c'est 2 positions qui sont quasiment opposées. Il y a une qui est plutôt à la main du PDG et l'autre qui est à la main du conseil. Ce n'est pas pareil. Donc là, je vous ai proposé 4 cas. Un cas cognitif qui est avec un conseil qui est indépendant, qui avance, qui est là pour travailler en collectif. Et là, vous avez, j'ai mis des entreprises, parce que ça fait partie d'une partie de mon échantillonnage, et ce sont essentiellement des startups, mais vous pouvez avoir des grosses entreprises qui sont là. Moi, je n'en ai pas les noms. Ben non, j'ai tout caviardé, je ne peux pas dire qui parle. Enfin bon, mais quand je serai avant de mourir, Le cas procédural, c'est une gouvernance qui va être dans la procédure. En gros, qui va être conforme à ce que, en termes de compliance, au niveau de l'IFA, elle va être dans les clous. Et pour moi, l'IFA se positionne plutôt là, parce que l'ADN de l'IFA, il est là-dedans. Si vous faites un peu attention au mode de fonctionnement de l'IFA. Mais tiens, si on prend des entreprises comme Ecovadis, par exemple. Allons-y. Ça y est. Celle-là me plaît. Ecovadis. Non, pas Ecovadis. Non. Et du coup, c'est très bien ce qu'ils font, c'est bien. Mais quand on regarde le conseil d'administration, vous avez des financiers et que des mecs. Et pourtant, c'est des gens qui sont enfin, ils ont un métier particulier quand même. Vous voyez, ça pose la question, vous voyez, là, de qu'est-ce qu'on vend vraiment, l'alignement. Ouais. Oui.
2 ou 3 minutes. Bon, cas réglementaire, c'est. Vous allez devoir me m'arracher. Le cas réglementaire, Il faut acheter votre livre, en fait, c'est ça. Non, mais il ne faut pas l'acheter, il est open bar. Un podcast avec la suite du truc, on le regardera plus tard. On recommence. Le cas réglementaire, ce sont les entreprises où il y a un patron qui va tout verrouiller. Ça veut dire qu'il ne partage rien et il va. Donc, la relation à l'exécutif, donc il sera PDG forcément. Ça veut dire qu'il va être président-directeur général sur le même rôle, il va être à la fois président et directeur général. Ça, en termes psychologiques, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois président et directeur général sur une prise de décision qui considère les deux pans de la gouvernance, l'un associé au board, l'autre à l'exécutif. On ne peut pas. Ça, c'est les scandales qu'on a pu avoir chez Renault, par exemple. C'est typique. Et le quart divergent, ce sont des conseils qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que, pour prendre une grosse entreprise d'armement, par exemple, il y en a une là-dedans qui est pas mal, où il y a l'actionnaire, il y a l'État actionnaire, il y a une entreprise qui fabrique de l'armement, qui est très connue, française, et ils sont au niveau du conseil d'administration. Et par rapport à ça, le client final, ça va être l'État. Et donc, on se mord la queue. C'est-à-dire qu'on est en état de belligérance permanent au niveau du conseil. C'est embêtant, c'est ambigu ce que vous dites, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup, mais il y en a au moins 2, quoi, auxquels on peut penser. Ouais, mais... Il y en a une qui est actionnaire de l'autre. Oui, c'est vrai. C'est exact. Mais bon, il y en a 2. Oui, il y en a 2. Vous parlez de téléspectateurs ou de... Donc, voilà. Oui, une fois qu'on a ça, on peut envoyer la deuxième. J'ai 1 minute. Ouais, vas-y. Là, j'ai fait l'application du profil d'administrateur indépendant par rapport à différents types de régulation. Ça veut dire que si j'ai une gouvernance cognitive, j'ai un administrateur indépendant stratégique en développement de la dynamique du conseil. Si il est plutôt dans la procédure, il va organiser le contrôle. La question, c'est à se poser là pour l'administrateur indépendant, c'est pour qui il travaille, quoi. Là, dans le cas où on est sur la procédure, est-ce qu'il travaille pour le fonds majoritaire? Ou est-ce qu'il travaille pour le conseil parce qu'il y a des processus et des contrôles à effectuer absolument? Si c'est dirigé par un grand patron qui ne partage rien, donc il faut aller tous dans la direction. Il faut conforter l'action du PDG et donc par rapport à ça, toute l'entreprise va être à ce service-là. Et s'il est dans le dernier cas, là, où il y a beaucoup de conflits, il pourra pas. Il peut essayer de faciliter la relation, mais il n'y aura pas forcément la possibilité de le faire. Et là, je vous montre pour l'administrateur indépendant. On peut utiliser ça pour tout type d'administrateur. Là, on aurait pu prendre administrateur de fonds, on peut prendre administrateur salarié. Chacun a sa zone d'expression de rôle par rapport à le profil de la typologie de gouvernance qu'il a. Voilà. Du coup, on va défiler très vite. Là. On va descendre. Ah oui, tiens, je remonte là. Ah oui, on remonte là. Hop, encore. Ouais. Là, c'est la différence entre le board exécutif et le board et le conseil. Dans ce document, vous aurez les deux sons cloches. Ça veut dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est spécifique à l'exécutif, qu'est-ce qui est spécifique au conseil. On va descendre du coup encore. Et après, ouais, vous l'avez. Ah oui, non, on revient là, hop, avec le chinois là. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui a fait du chinois ici? Je me suis arrêtée à la saison à la leçon de D'accord. Bon, je vous la fais simple. C'est un proverbe chinois qui parle de poisson. Le poisson pourrit toujours par la tête. Voilà. Donc, si on part de ce principe, on s'aperçoit que si on a des différences, s'ils sont sous-formés, alors les dirigeants sont sous-formés à l'animation de groupe. Ça, il y en a très, très, très peu qui sont formés. J'en ai rencontré très peu. Surtout, voilà. Il y a 2 modes d'animation qui facilitent le fonctionnement de la gouvernance cognitive. C'est des gens qui sont sur le coopératif
Ça veut dire qu'ils vont associer les membres dans le processus de décision, ou la personne qui va être sur un mode de l'élucidateur. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience des problèmes et on va les résoudre ensemble. Ouais. Donc, ça nécessite une expertise technique de l'animation. Ça a l'air évident, mais en France, on est très mauvais par rapport à ça. Au plus de fois. Alors, pour le côté coopératif. Excusez-moi, pour revenir dans le temps, moi je me rappelle, dans les années 2000, suite à la démolition des entreprises du net, on s'est dit qu'il faut des administrateurs indépendants. Et donc c'était le grand renouveau de la gouvernance. Il y a eu la deuxième place avec les administrateurs. Donc, les administratrices. Alors là, pour le coup, on s'est reposé la question des compétences. Ce qui est une bonne chose. Mais à l'origine, on n'était pas dans la compétence. Il fallait des femmes au conseil. Point barre. Merci.